Bonjour à tous et bienvenue sur ce live consacré à la valorisation professionnelle. Aujourd'hui, nous allons parler CV, lettre de motivation, entretien, avec une experte sur le sujet qui s'appelle Morgane Jaouen, qui est consultante en valorisation professionnelle. Elle va nous rejoindre dans quelques minutes. On a eu des petits problèmes techniques avant de lancer ce live, donc j'espère que ça va pouvoir se régler. Voilà. Et comme d'habitude, alors vous avez accès au live, mais il y aura la possibilité de regarder ce live en replay. Alors, en espérant que si... Oui, Incroyable, super, on y arrive. ces petits moments de stress. Bon, comment ça va, Morgane? Bah écoute, très bien, ravie de te retrouver en direct et en public. Bah oui, moi aussi. Alors, pour t'introduire un petit peu correctement et expliquer aux gens qui nous regardent comment on se connaisse, donc Morgane et moi, on fait partie d'un réseau d'entrepreneurs communs qui s'appelle le BNI, qui se réunit toutes les semaines. Et donc, à cette occasion, on, on a pu se rencontrer, se rendre compte aussi qu'on avait des expertises complémentaires. Et voilà. Et donc, ce live, finalement, c'est un premier projet commun. J'espère qu'il y en aura plein d'autres. Mais en tout cas, je souhaitais commencer à vous la présenter tout d'abord à travers ce live. Alors, Morgane, ce que je te propose, c'est que tu te présentes à ton tour en quelques mots, que tu parles de ton parcours et de ton activité. Avec plaisir, Lucie. Merci beaucoup de l'initiative de ce live, en tout cas. C'est vrai qu'on s'est rencontrés il y a quelques semaines et moi, je recherchais dans les membres BNI des personnes qui font bilan de compétences comme toi, parce que c'est vrai que c'est une demande qu'on me fait souvent. Donc aujourd'hui, je suis consultante en valorisation professionnelle. C'est une vocation que j'ai développée à mon compte depuis septembre 2020, mais pas seulement depuis septembre 2020. En fait, avant, j'étais responsable ressources humaines, talent manager, donc une carrière en RH finalement, mais dans l'hôtellerie et de plus en plus dans l'hôtellerie de luxe. Donc c'est cette casquette un petit peu d'accompagner des salariés dans leur évolution professionnelle, et c'est ce que je préférais faire, qui m'a donné l'idée en période de confinement et en haut d'une montagne, la montagne de Courchevel. D'ailleurs, on a quelqu'un qui travaille avec moi qui est dans la conversation. C'est en fait en peaufinant ce que je préférais faire dans mon métier que j'ai décidé de proposer du conseil et du coaching sur le sujet de la recherche d'emploi. Alors, recherche d'emploi, mais pas que, recherche de stage ou d'alternance, puisque une bonne partie de mon activité aujourd'hui, c'est d'intervenir dans des écoles qui forment à des niveaux de licence ou de master, souvent en alternance, mais principalement avec des stages de fin d'études de césure de 6 mois. Mais il Ouais. faut mettre en avant pour la première fois sur le marché de l'emploi alors qu'on est étudiant. Donc j'interviens sur des séminaires, des conférences ou des coachings individuels en fonction des besoins de l'établissement. Et puis en parallèle, je développe une activité de coaching individuel quand on est dans ce moment où on sait qu'il va falloir changer d'emploi ou en trouver un pour la première fois ou se reconvertir parce qu'il y en a marre. Donc Ouais, on connaît. ça me parle. Voilà. On cherche dans le trimestre un petit peu à se remettre en avant. Et donc, pour ça, j'interviens sur les 3 dimensions, l'écrit, les CV, les lettres de motivation, le mail qui accompagne tout ça en termes de candidature, l'oral, comment je me présente en début d'entretien au téléphone, en visio maintenant, beaucoup, et puis en physique aussi, enfin, au présentiel ou de visio. Et comment je vais répondre aux questions pour que chaque réponse soit une raison supplémentaire de me recruter. Et finalement, il y a l'image aussi. Et ça, c'est vraiment le savoir-être que j'ai pu développer dans les établissements de luxe qui m'ont sensibilisé là-dessus. L'image, la première impression qu'on donne en entretien, par les couleurs qu'on choisit, par la tenue, le style adapté au secteur d'activité, ça fait vraiment 50% du travail. Donc, je fais aussi du conseil en image pour D'accord. être complète, voilà, sur le sujet. Et en fait, je reviendrai sûrement dessus plus tard, mais c'est le côté, je suis passée du côté candidat maintenant, du côté salarié, en tout cas des personnes qui ont besoin de prouver à un recruteur qui sont les bonnes personnes. Et j'adore ce que je fais. Voilà. Donc je pense qu'il Ça nous te a sent. jamais les deux. C'est vraiment une passion. Ok, et alors qu'est-ce qui t'a décidé à te lancer dans cette activité? Parce que finalement, avant, tu avais un poste de salarié, enfin, je sais pas si on peut le qualifier de confortable, mais en tout cas, c'était peut-être moins, comment dire, moins risqué, enfin, moins risqué que, voilà, de se lancer dans l'entrepreneuriat en période de crise sanitaire, qui plus est, etc. Qu'est-ce qui t'a poussé à passer le pas?
qui m'a poussée à passer le pas, c'était trois choses. C'est déjà que, bon, moi, j'ai fait une école de commerce et j'ai spécialisé mon master en management des ressources humaines. À la base, c'était vraiment pour me dire, je veux développer les talents dans une entreprise pour qu'elles soient au bon poste, au bon moment, au bon endroit et qu'ils soient bien, en fait, dans leur carrière. Et je me D'accord. suis rendu compte que le rôle de DRH, en tout cas de responsable RH, avait cette tendance à plutôt épuiser les ressources humaines qu'elle est développée parce qu'on nous demande de faire un niveau de performance avec de moins en moins de moyens. Alors en plus en période de chômage partiel ou en période de crise sanitaire ou de crise tout court, c'est pas évident. Donc on est à l'intermédiaire, tu vois, en tant que RH. Entre des décisions d'une direction qui a des objectifs financiers à tenir et des attentes sociales de collaborateurs qui sont très bons et Bien sûr. auxquelles on peut pas répondre. Donc il y avait cette frustration de ma part de plus faire l'intermédiaire entre des choses en lesquelles qui parfois m'exaspéraient, pour être tout à fait honnête. Il y avait aussi ce côté, j'adorais créer des mobilités, tu sais, en interne dans les groupes, parce que je travaille pour le groupe Accor et pour la collection de Palace Cheval Blanc pour LVMH. Et on me recrutait pour ça, pour mettre en avant des talents et les faire évoluer dans les différents établissements de la collection ou du groupe. Ça, j'adorais ça. Mais c'était que 10% de mon poste. Donc je me suis dit, D'accord. pourquoi se limiter à l'hôtellerie, à un hôtel, et pourquoi ne pas le faire plus largement. Et puis, il y avait aussi ce côté que beaucoup de gens me retournaient en étant RH, dans ma vie perso, mais pas que, on n'a jamais de réponse, ils sont pas dispo. Ouais. J'ai passé un entretien, j'ai juste un mail de refus. Donc, je pense que les gens ont besoin de feedback, ont besoin de savoir ce qui a été et ce qui n'a pas été. Et moi, j'étais très frustrée avec la casquette de recrutement, de pas leur dire je vous recrute pas mais vous étiez top, continuez comme ça parce que j'avais pas le temps. Ou honnêtement, si vous continuez avec ce CV ou cette façon de vous présenter, vous trouverez jamais d'emploi. Et aujourd'hui, Ouais. c'est cette compétence que je promeus un petit peu parce que ça fait du bien aussi d'entendre. Moi, j'ai aucun intérêt maintenant à ne pas dire les choses à mes clients Ah ou aux bah, tout personnes. à fait. Voilà. Donc c'était ça Et les trois principales raisons qui font qu'aujourd'hui, je suis très en phase avec mon activité, quoi. et du coup, est-ce que il y a un profil type de tes clients? Est-ce que c'est plutôt des hommes, des femmes? Est-ce qu'il y a une tranche d'âge ou un profil sociologique particulier? Alors pour cette question, j'ai toujours un peu du mal à répondre. Je dirais que j'attire des personnes qui me ressemblent souvent, Ouais, mais ça c'est le principe des coachs. Donc c'est c'est souvent vrai le que cas. voilà, c'est vrai, mais c'est pas forcément ceux que je veux attirer, mais majoritairement ça peut être des femmes qui ont une carrière dont elles sont fières et qui à un moment donné se disent ça ne correspond plus, il faut que je change. Mais il faut que je me remette dans l'exercice du CV, il faut que je me remette dans l'exercice de savoir vendre mes compétences et Oui, ce que je veux aujourd'hui. Donc c'est pas aujourd'hui, j'ai plutôt c'est à des moments de carrière différents que j'interviens. Je suis très à l'aise avec toute la population des étudiants qui doivent chercher oui, leur premier stage, financer une année d'alternance et donc trouver un employeur pour financer cette année de cours, notamment en master où ça devient cher et donc il y a un enjeu oui, pour l'étudiant et pour l'école. Voilà. Il y a aussi des personnes qui vont avoir fait des premiers postes et qui finalement ça leur convenait pas, donc se repositionner pour trouver un poste dans un autre secteur d'activité ou bien dans le même secteur mais sur un autre poste. Et puis finalement il y a des personnes, principalement là ceux qui ont entre guillemets les moyens de travailler avec moi sont des personnes qui ont 10 à 15 ans d'expérience dans un même domaine et qui doivent changer. Alors changer soit de métier, soit de bassin géographique. J'en ai beaucoup en période Covid. Je quitte Paris, typiquement. Ou voilà. Et des fois, c'était je quitte Paris, je change de secteur et je change de métier. Et ça, ouais, j'adore parce que du coup, il faut pouvoir réécrire un CV en accord avec le projet qui est celui du moment M. Donc, c'est plutôt faire une mise au point parce qu'il y a un changement qui s'opère. Et ça ouais. peut arriver même à 50 ans. Je pense que les problématiques de se vendre avec peu d'expérience ou avec trop d'expérience sont tout aussi difficiles aujourd'hui. Donc le coaching peut aussi s'adapter. Enfin, en gros, de 18 à la fin d'une carrière, voire même après, s'il y a des rôles associatifs ou j'en sais rien qu'il faudrait intégrer en retraite, ça peut tout Ouais, aussi tout à être. fait. Voilà. Donc c'est dès qu'il y a un moment où on n'est pas trop en confiance pour se mettre en avant pendant un entretien. Oui, ou alors justement qu'on a été trop longtemps à un poste et qu'on n'est plus trop dans le move, je dirais. Enfin voilà, que le dernier entretien commence à dater d'il y a quelques années. Effectivement, on peut aussi s'en faire toute une montagne et se dire voilà, je sais plus comment faire, tout simplement. Donc c'est vrai que ça peut être compliqué. Alors, il y a une question que j'avais envie de te poser. C'est quelles sont pour toi les trois erreurs les plus communes qu'on retrouve dans les CV, par exemple?
Alors, moi, effectivement, si je devais en choisir trois, je dirais que le CV, il faut toujours se mettre à la place du recruteur qui peut, dans le meilleur des cas, recevoir une centaine de candidatures pour le poste. Honnêtement, on est aussi face à une pénurie de talent dans certains secteurs Oui, d'activité. On n'a pas toujours ce luxe-là. Mais s'il fallait sortir du lot, déjà, dites-vous que le recruteur va transférer forcément à quelqu'un d'autre, le manager ou la direction, le CV. Donc, il faut qu'il y ait un titre. Et souvent, les gens mettent un titre qui est leur état actuel, mais pas la fonction qu'ils visent. Typiquement, on va reprendre les exemples d'étudiants de master. Je suis étudiant en master 2, actuellement dans telle école de commerce, et je recherche un stage de 6 mois, voilà, à partir de telle date. Bah, ça, c'est un titre. Ok, il y a une partie du projet, mais ça ne dit pas ce que tu veux devenir, dans quel domaine, dans quelle fonction. Donc, c'est pas le nom d'un projet, c'est le nom d'un état actuel. Donc, donc moi, ça, excuse-moi, je te coupe. Là, on parle bien du titre du CV. du titre du CV, Ok. vraiment sur la page, pas Ok. l'intitulé du document PDF, mais Oui, vraiment le oui. titre. D'accord. C'est-à-dire, tu veux devenir assistante marketing, mais assistante marketing, stage 6 mois à partir de juillet. Oui. Ok. Voilà. Que moi, quand je transfère, on soit pas obligé d'avoir le mail qui va avec, ou que je sois pas obligée de réécrire en tant que recruteuse au manager pourquoi elle a postulé, parce que ça doit être écrit sur le CV. Ça, souvent, c'est parce que le titre justifie tout le contenu qu'il y a derrière. Donc, c'est la première des choses. La deuxième, c'est que moi qui m'agace beaucoup sur les CV, c'est les blocs compétences ou même divers, où il y a un bloc fourre-tout de plein de choses très importantes qu'il faudrait Mm. segmenter. Donc en gros, je déconseille les blocs compétences où vous m'aidez à faire la liste de ce que vous savez faire, alors que si vous le faites bien, il vaut mieux développer des compétences, c'est-à-dire des verbes d'action sous les expériences pro, pour m'aider à comprendre à quel moment de votre carrière vous les avez acquis, plutôt que de me faire un bloc où je me débrouille et je devine à quel moment vous avez appris à faire ça. Mais il y a aussi souvent dans ce bloc, on met les langues, vite fait, alors que c'est très important dans plein de Mm. secteurs. On met le niveau de maîtrise de certains logiciels, ou certaines bureaux. Voilà. Le pire, c'est ceux qui mettent des jauges, des étoiles, je ne sais quoi, où on se dit, OK, si tu as rempli la jauge à moitié, ça veut dire que tu sais le faire jusqu'à quel stade. Voilà. Ouais. Puis, des fois, il y a des intérêts ou des qualités qui sont mises dans ce bloc-là aussi. Alors que pour moi, les qualités, c'est plutôt en lettre de motivation, mais peut-être qu'on y reviendra en lettre de motivation qu'on les affirme. Et le parti des centres d'intérêt, c'est un bloc qui est très, très important parce que ça Ouais. permet, en tant que recruteur, de comprendre ce qui l'intéresse en dehors du travail, ce qui peut même booster ses compétences parce qu'il le fait en dehors du travail. Donc, à ne pas, voilà, ce bloc fourre-tout compétences, je me bats pour le faire supprimer des CV. Et puis après, il y a l'harmonie du CV. C'est-à-dire, il y a des gens, ils sont capables d'utiliser des logiciels en ligne contre lesquels je n'ai rien, mais souvent, ils vous permettent pas d'utiliser toute la page. Les couleurs sont pas harmonieuses, donc on a voilà toujours un peu les mêmes ou pas forcément assorties à la photo du CV. Et cette couleur-là, moi, j'ai envie de la retrouver non pas seulement sur le CV, mais dans le mail de Mm. candidature et dans le texte de motivation. Donc, c'est-à-dire prendre un parti pris pour marquer, comme nous on le fait hein, en tant qu'entrepreneur aujourd'hui, de se rappeler Absolument. que c'était Benjamin avec sa couleur orange qu'on retrouve partout, quoi. Voilà. La Donc, c'est un peu fameuse identité visuelle. personal branding, comme on dit, mais c'est essayer de marquer le recruteur. Et pour la photo, juste, tout le monde me dit oui, mais bon, bah, dans plein de pays étrangers, c'est pas forcément obligatoire. Mais honnêtement, les CV, c'est aussi, c'est pas forcément pour discriminer qu'on va mettre une photo, mais c'est pour se rappeler de la personne. Donc s'il y a même pas une couleur ou une police ou une espèce de charte graphique qui différencie, ça m'aide pas du tout à vous retenir si vous êtes 50 à postuler. J'avais une jeune fille qui avait utilisé une petite frise avec des feuilles un petit peu élégantes qui est Mm. reprise dans la signature du mail ou dans le titre de l'objet de la lettre de motivation. Ça suffit à marquer mon esprit. Donc c'est plutôt essayer de vous creuser un peu la tête pour se dire ah oui c'est vrai c'est le CV avec les petites fleurs. Voilà, voilà tout simplement. Oui, et Sans- puis à condition aussi que ce soit adapté, bah, enfin, j'imagine à l'identité de l'entreprise et puis au type de poste sur lequel on s'apprête à postuler aussi. C'est ça. Mais ça sert à rien de le personnaliser pour chaque entreprise. Si on vise du luxe, par exemple, choisissons des couleurs élégantes et subtiles, et puis ça devrait matcher pour beaucoup de marques. Ouais, tout à fait. Et alors justement, tu as évoqué la question des lettres de motivation. Est-ce qu'il y a aussi trois erreurs classiques à éviter dans les lettres de motivation? Alors, un peu la même, le titre de la lettre, l'objet de la lettre. Déjà, une lettre, c'est vraiment s'adresser à un destinataire et pas oublier qui en est à l'origine. Donc, essayer de retrouver les formats de lettres classiques. L'objet, c'est le poste qu'on vise et peut-être le contrat dans lequel
on est en mesure de faire ce poste, donc CDI, CDD, stage, alternance. C'est important de le préciser dès l'objet. Ça sert à rien, par contre, de le redire en premier paragraphe, de redire le titre. Ça, c'est souvent quelque chose qui existe. Donc, on perd des mots dans le texte alors que pas besoin. On a beaucoup de lettres qui sont juste une retranscription du CV. Moi, la première erreur, c'est de vouloir répéter le CV, parce que moi, c'est sûr que là, dans ces cas-là, la grande phrase, les recruteurs ne lisent pas la lettre. Bah oui, si en lisant en diagonale, on comprend que c'est les mêmes infos, on va pas la lire. Donc moi, c'est vraiment conseil numéro 1, c'est de mettre les sous-titres des transitions d'expérience. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que vous avez choisi ça? Qu'est-ce que vous avez apprécié? Et le bloc entreprise manque souvent, mais ce qui est la deuxième grosse erreur, c'est de raconter au recruteur ce qu'il sait déjà sur l'entreprise. Vous êtes le leader, vous proposez ça comme produit, vos valeurs sont ça. Ça, je le sais. Donc, subtilement, j'ai envie de dire, ça va plutôt être, OK, dans l'entreprise, il y a telle valeur, par exemple l'innovation, en quoi ça match avec vous? C'est donc écrire la phrase, j'adhère à votre valeur de l'innovation, parce que personnellement, j'ai toujours cherché à sortir, thinking out of the box dans des autres entreprises, et donc faire un lien et se vendre à ce moment-là. Ou les personnes qui sont sensibles au développement durable, et si c'est une valeur forte de l'entreprise, ne pas dire je vous apprécie pour ça, mais expliquer pourquoi. Et ça, le but, c'est qu'on apprenne quelque chose de supplémentaire à votre sujet. La troisième erreur, c'est celle que je mentionnais souvent, c'est que souvent, c'est une lettre écrite en calibri noir ou en petit roman noir, pas justifiée. Donc, un beau CV bien travaillé, on sent qu'il a passé des heures, et le quick sheet à côté qui est juste là parce qu'il faut en faire une. Donc non, plutôt réutiliser la mise en page du CV pour faire une belle lettre et se dire, OK, bon, bah là, c'est un package de candidature à part entière, quoi. Ça vaut le coup. Voilà. Oui, parce que finalement, il y a, enfin, le fond, la forme, et ces deux éléments-là envoient des signaux assez forts aussi sur quel type de candidat ou de salarié on peut être. Donc, c'est sûr que si on fait un CV, j'imagine, très travaillé, une lettre de motivation un peu à l'arrache, ça peut renvoyer l'image de, en fait, je suis pas si rigoureux que ça, ou voilà, je ne suis que moyennement motivé en réalité pour intégrer ce poste. Enfin, ça peut donner l'impression un peu d'une légèreté. Oui, puis d'une flemme aussi, quelque Oui, part. aussi, tout à Et fait. puis, faut imaginer qu'il y a, bon, normalement, les logiciels de traitement de recrutement aujourd'hui, enfin, de candidature dans le cadre d'un recrutement permettent de bien sélectionner les documents, mais il y a encore des gens qui impriment les CV. Et quand on imprime les deux documents et que, en fait, tous les deuxièmes documents, c'est des documents blancs et noirs où on confond tout le monde, opérationnellement, c'est pas cool. Voilà. Mm. Oui, Et puis, ouais, je sais plus quelle idée je voulais ajouter, mais c'était vraiment il y a beaucoup de gens aussi qui ont cette idée reçue qu'il faut personnaliser la lettre de motivation en fonction du recruteur. Oui, mais techniquement, avant de commencer à postuler, il y a des critères qu'on s'est dit dans notre tête. Je veux une boîte PME, par exemple. Je veux quelqu'un une entreprise qui promeut la diversité. Et je veux une entreprise qui va plutôt être produit ou service. Bon, j'en sais rien. Ces trois critères-là sont les sujets du paragraphe 2 qui concernent l'entreprise et qui doivent être communs à toutes les entreprises dans lesquelles on travaille normalement. Je vous apprécie pour telle valeur, pour vos services et pour votre emplacement ou votre taille humaine. Il n'y a pas besoin de le changer à chaque fois, sauf si ouais. on ne fait pas ce qu'on veut et du coup, à chaque fois, on postule à des entreprises qui n'ont rien à voir. Donc, le point fort d'une candidature, c'est de travailler le projet en amont dans le cadre d'un bilan de compétences ou tout simplement de se dire, OK, ce que je veux aujourd'hui, c'est ça, et je vais commencer mes premières candidatures en fonction de ces critères-là, pas l'inverse. Ouais. On ne s'adapte pas à une annonce, c'est l'annonce qui répond à nos attentes. Et en fait, il faut vraiment se focaliser sur le pourquoi. Enfin, pourquoi, en tant que personne, je viens toquer à la porte de l'entreprise. Ouais. Pourquoi vous me plaisez, en fait. Donc, on renverse un peu comment dire, enfin, pas le rapport de pouvoir, parce qu'à la fin, ça reste quand même l'entreprise qui décide, mais ça permet de dire, hey, vous m'avez tapé dans l'œil, je vous ai repéré. Et donc, en fait, ça permet de se positionner aussi de manière plus active dans la candidature, quoi. C'est ça. Et je vous ai choisi, c'est pas par hasard. Toutes les personnes auprès de qui je postule aujourd'hui, elles répondent à ces critères. Donc vous, comment vous vous vendez davantage par rapport aux autres entreprises pour lesquelles j'ai postulé? Ouais, tout à fait. Et là, c'est vrai que moi, je n'appelle pas ça un bras de fer, j'appelle ça de la séduction. Oui, tout à fait. Non, mais c'est ça. C'est qu'il y a. Et puis, bon, ça permet aussi de reprendre confiance en soi et de moins avoir l'impression de, comment dire, de supplier pour qu'on nous donne une expérience professionnelle, mais déjà au stade de la démarche, de se dire, est-ce que vous voulez de mon talent?
Et voilà quoi. Et alors justement, parce que bon, donc on a parlé des CV, on a parlé des lettres de motivation. Toi, généralement, c'est quoi aussi les conseils que tu donnes en entretien? Est-ce qu'il y a des écueils assez classiques que tu rencontres avec les clients que tu accompagnes? Oui, il y a en général les clients que j'accompagne, c'est soit sur le CV, enfin soit sur l'écrit, soit sur l'oral. Donc ceux que j'accompagne sur l'oral, il faut vraiment qu'ils arrivent à s'appuyer sur leur CV pour donner de l'argumentaire à l'oral. Donc ça c'est vraiment la première chose, c'est créer de la cohérence entre ce qu'on a écrit et ce qu'on va expliciter à l'oral. Il y a il y a beaucoup de parfois de manque de cohérence entre un super CV, on sent que c'est pas lui qui l'a fait, et puis c'est là aussi où ils ne sont pas légitimes non plus de s'expliquer. Donc le travail, il est un peu global et c'est de pas forcément le plus dur, je pense, c'est de créer un peu un storytelling dès le début et de d'annoncer comme un sommaire de livre de OK, moi aujourd'hui je suis en face de vous pour ces raisons-là et je vous annonce des titres et vous choisirez dans quel chapitre Ouais, vous avez envie de vous engouffrer. Donc c'est plutôt de le revoir comme ça. L'entretien, je le vois pas comme. Enfin, l'entretien, il faut aussi se dire en deuxième point que quand on arrive, on sait ce qu'on a envie de mettre sur la table. Donc c'est une liste de critères ou de points forts qu'on aura vus ensemble, qu'il faudra amener, pas forcément dès le pitch, tu sais, dès la première réponse, oui, présentez-vous, oui, bien parce que sûr. Mm. et que c'est un échange, mais c'est de se dire, je serai content de mon entretien si j'ai amené tout ça sur la table. Au moins, j'aurai pas de regrets. Et ça, c'est important d'arriver à faire cette liste de critères, de points valorisants. Ouais. Euh, Maintenant, il y a beaucoup de gens, et pas forcément que les débutants dans l'expertise, mais beaucoup de personnes qui ont du mal à se mettre en position d'acteur et pas en position passive quand ils parlent d'eux. Exemple concret, quand tu dis cette expérience m'a permis de développer ma créativité, ça c'est passif comme phrase. C'est vrai, mais c'est passif. Ce qu'il faudrait dire, pour être un peu plus affirmé sans pour autant se la péter, c'est de dire, grâce à mon expérience chez L'Oréal, aujourd'hui, je suis quelqu'un de créatif parce que, et là tout de suite, vous donner un exemple dans l'entreprise L'Oréal d'un moment où vous avez été créatif. Donc c'est une méthode qui est assez largement connue, en tout cas qui est beaucoup dispensée dans les établissements du supérieur, mais c'est la méthode CAR, un contexte daté, précis, enfin localisé, Mhm. etc., avec des équipes et une situation un peu comme une situation initiale, tu sais, dans les romans. Après, des actions que tu mets avec des verbes qui sont en fait des verbes d'action, donc des verbes qui illustrent une compétence, et puis un résultat quantifié par une augmentation d'indicateurs de performance ou illustré par des citations de retours clients, Ouais, managériaux, enfin fournisseurs et tout. Et ça, c'est arrêter de se vendre, de se dire, bah, je pense vraiment être quelqu'un de créatif, tu vois. Ça, c'est pas du tout une bonne réponse d'entretien. Par contre, c'est dire, bah, vous me demandez une qualité, je pense que la créativité, c'est quelque chose que je peux mettre à votre disposition aujourd'hui, et non pas qu'on m'a appris, mais que je peux vous ouais, proposer, parce que pour vous donner un exemple, et tout de suite, on illustre. Et comme ça donne une raison, bah, justement, cette petite checklist là, ok, la créativité chez ouais. L'Oréal, je l'ai compris. Voilà. Et sinon, après, c'est faire attention en entretien, notamment en visio, à la luminosité, tu vois, pas en contre-jour, au cadrage de l'image et puis aux couleurs qu'on va choisir de mettre en avant parce que, mine de rien, des fois, on se lasse en tant que recruteur d'avoir des candidats en face de soi et juste un rouge à lèvres pour les filles ou juste un petit accessoire ou une coupe bien nette, etc., ça peut faire la différence et ça peut être agréable. Et finalement, faut pas non plus sous-estimer l'impact qu'on a quand on coupe le son aussi. Donc, qu'est-ce qu'on dégage? Est-ce qu'on a Ouais. l'air à l'aise? Est-ce qu'on s'imagine déjeuner ou faire des after-work avec cette personne? Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est important et pour lequel je fais des feedbacks aussi, au même titre que la communication paraverbale, les les tucks, voilà, tous ces petits gestes doudous où finalement, en tant que recruteur, jamais ils prendront le temps de vous dire ce que vous dégagez en entretien. On Oui. n'a pas le... ouais. Et est-ce que, parce que donc là on parle beaucoup enfin voilà, de l'étape de recrutement, mais est-ce que toi par exemple il t'est arrivé de coacher des clients qui avaient besoin de se préparer par exemple à un entretien annuel d'évaluation, une demande d'augmentation de salaire? Alors, ça m'est arrivé de donner des conseils sur le sujet de coaching, pour être transparente, du coaching à Oui, part oui. entière. Le sujet, j'en ai fait, mais plutôt en off. Donc oui, bien sûr. En D'accord. fait, les points communs entre un entretien annuel d'évaluation et un entretien de recrutement, c'est qu'il y a il y a un entretien déjà, donc il faut Ouais. se vendre à un moment donné. Il y a une notion d'urgence parce que ça va être entre janvier et mars de chaque année.
et seulement si c'est important pour la personne. C'est-à-dire si elle a un message à faire passer, si elle a un souhait d'évolution, de promotion, de formation, un retour, un feedback à faire sur peut-être l'organisation de l'équipe ou un besoin de recruter un stagiaire, enfin peu importe. S'il y a un enjeu que c'est face à une personne importante et que c'est dans un temps, enfin là dans le trimestre, oui, bah là pour le coup, pour en avoir fait un certain nombre des entretiens annuels ou professionnels, je vois très bien comment accompagner la personne à Ouais. justement redonner des contextes précis, les actions menées, les résultats obtenus, surtout quand on dépasse les objectifs et que du coup il y a des petits à monnayer, ouais, c'est des formes d'entretien de mobilité interne finalement. Là où le recrutement, quand on cherche sur le marché de l'emploi, c'est une mobilité externe. Hein. On Oui. cherche à évoluer en fonction de son projet, mais l'entreprise peut tout à fait permettre de le faire en interne aussi. Donc oui, je peux coacher sur ce sujet. D'accord. Et je voulais aussi qu'on revienne un petit peu plus en profondeur sur la prestation de conseil en images que tu proposes. Concrètement, ça se passe comment? En fait, c'est des gens qui viennent te voir en disant est-ce que c'est des gens qui ont forcément identifié le problème à la base en disant soit j'ai envie de me relooker, soit je n'arrive pas à me vêtir, à me maquiller, enfin, je sens bien que mon image pose un problème en entreprise, ou est-ce que c'est peut-être des gens qui te consultent pour d'autres choses et sur lequel et où tu détectes éventuellement je vais pas dire un problème, en tout cas un axe d'amélioration et t'arrives à leur amener. En plus, j'imagine que tu dois prendre 10 000 pincettes justement pour pas vexer la personne et pas la braquer. Enfin, c'est quoi un petit peu le scénario classique quand tu vends cette prestation? Le scénario classique, c'est par exemple quelqu'un qui regarde un live comme ça et qui se dit tiens peut-être qu'il y a un sujet. Bon, en Ouais, gros c'est pas moi qui vais venir lui dire je pense que tu devrais travailler ton image. Le plus simple, c'est qu'il y ait un intermédiaire bienveillant, un proche ou quelqu'un, un collègue ou quelqu'un qui me connaît et qui va lui suggérer. C'est ce qui s'est passé pour la plupart des clients que j'ai eu en ouais, conseil d'image. Là, pour le coup, c'était principalement des femmes, mais je pense que c'est plus voilà un sujet qui intéresse aussi oui, pas en majorité les femmes, mais bon, qui est plus connu en tout cas de base des femmes. Et, l'idée, c'est souvent de se dire, il n'y a pas une adéquation entre le rôle que j'occupe ou le quotidien professionnel que j'ai et le look que j'ai. Et je pense à une cliente qui se reconnaîtra si elle voit le live, mais qui avait du mal à affirmer, à être crédible dès le début, dès la première prise de contact avec un client ou un partenaire, d'affirmer son niveau hiérarchique parce qu'elle était vraiment un rôle très important dans l'entreprise, jeune. Donc, il y avait ce côté, je dois affirmer une certaine assurance sans parler. Et le look ne peut pas rester étudiant, ou peut pas rester anecdotique ou trop sexy. Enfin, il y a plein de avoir un look élégant et formel, ça s'apprend. Et il y a notamment 4 conseils qui peuvent être, enfin 4 aspects. Il y a la colorimétrie, il y a le visagisme, il y a la morphologie de la personne et il y a le style personnel. Donc, enfin, le style, c'est en fait l'illustration de la personnalité à travers les choix de vêtements et d'accessoires. Le style va transmettre aussi un message. Il faut qu'il soit adapté au rôle et au secteur d'activité. Donc, c'est quelque chose que je fais de manière assez intimiste, même si c'est un sujet professionnel, en tout cas que j'aborde vraiment le côté pro. Mais évidemment, les conseils s'appliquent aussi à la vie perso, notamment sur les ouais. couleurs qui nous vont, sur les formes de vêtements et sur le style qu'on a de base. Et je viens à domicile. En général, on prend 6 heures pour faire aussi le tri D'accord. de garde-robe avec. Voilà. Et les options, c'est d'être accompagné chez le coiffeur, d'être accompagné en cours de shopping pour gagner en autonomie. Parce que la différence entre un relooking et un coaching ou un conseil en image, c'est que le relooking, c'est OK pour, par exemple, tu as un mariage, bah, je vais te trouver une tenue, ou tu as un entretien d'embauche, je vais te trouver une tenue. La personne n'est pas autonome, ne gagne pas en compétence, elle gagne un look, en fait. Oui, c'est ça. Le coaching, c'est se dire, OK, bon, bah, c'est quand même quelque chose qu'on fait tous les jours, s'habiller, et on ne l'apprend pas à l'école. Donc ça, c'est un truc qui me choque un peu. Voilà. Comment je m'habille, je suis blonde aux yeux bleus avec un teint blanc, enfin, voilà. Comment je m'habille, est-ce que, je sais pas moi, un orange foncé, c'est la meilleure des idées pour pas avoir l'air malade. Et pareil, est-ce que si j'ai des cheveux foncés, si j'ai une peau foncée avec des yeux clairs, est-ce qu'il y a pas un truc à jouer avec le doré? Enfin, tu vois, il y a plein de, je trouve ça passionnant. Mais là, pour le coup, c'est vrai que c'est un sujet qui est sans fin. Je pense qu'on peut pas être expert à 100% sur ce sujet qui, en plus, suit les tendances. Donc, c'est un aspect que je ne me vois pas, tu vois, placer si quelqu'un vient pour
pour l'écrit ou l'oral. Par contre, souvent, c'est un sujet un peu à part, qui peut poser un souci et qui apporte beaucoup de bien-être et de confiance en soi, en tout cas. Ouais. Et parce que donc, j'ai l'impression que le cas classique, c'est un peu la personne qui est, comment dire, enfin, qui évolue dans un environnement très formel, qui a pas ses codes formels et qui a peut-être une tenue un peu plus informelle. Mais est-ce que ça t'est déjà arrivé d'accompagner des gens dans l'autre sens, c'est-à-dire que c'était un milieu professionnel plutôt informel, par exemple créatif, et la personne justement arrivait pas du tout à rentrer dans ces codes-là. Ça arrive de manière plutôt collective, notamment j'accompagne des masters en management de marques de luxe et donc ou alors en fashion et c'est vrai que parfois il y a ce côté un peu artiste qui ressort forcément, mais il va falloir au moins pour l'entretien comprendre ce qu'est un look formel. Donc là, c'est dans ces cas-là, je recadre et je dis oui, c'est chiant, oui, il faut une veste, mais à un moment donné, c'est important de remettre des cadres, quelles sont les règles d'élégance pour être prise au sérieux. Après, ça n'empêche pas de venir un peu comme on est, comme dirait McDo, de venir comme on est parce qu'on a été recruté pour sa personnalité aussi. Mais c'est dans Et, ces cas-là surtout. et Euh, alors, par exemple, quelqu'un qui aurait un look très extravagant. mm. Est-ce que toi, si tu, par exemple, si tu fais un accompagnement pour un entretien, tu conseilles de conserver cette personnalité extravagante qui fait partie de la personne, ou est-ce que tu conseilles plutôt de mettre en veilleuse un peu, je sais pas, un aspect que ce soit, par exemple, les cheveux, les piercings, les tatouages. On sait qu'il y a des employeurs aujourd'hui qui sont assez peu enclin d'accepter, enfin voilà, ce genre de look. Qu'est-ce que tu conseilles généralement? Bah, ce que je conseille, c'est déjà qu'on revoie à la base les critères de la personne. Si elle veut être elle-même en entretien, il va falloir que dans ces critères, elle vise des entreprises qui sont ouvertes d'esprit. Oui, Donc, typiquement l'hôtellerie de luxe, où effectivement on est sur les critères de enfin, ne pas avoir de piercing sur le visage, cacher les tatouages et être extrêmement sobre dans la mise en beauté. C'est tout simplement pas un critère de projet professionnel adapté à elle. Enfin, je pense pas qu'elle s'y plaira. Le conseiller en image, c'est clairement pas un conseil, enfin un service qui tente ce genre de personnes parce que ça remet un peu dans des cases là où eux ouais, veulent s'exprimer différemment. Donc tout simplement, je pense que le sujet n'arrivera pas. On va plutôt cerner des entreprises qui sont enclins à valoriser ce qu'elles sont complètement, voilà, pour leur excentricité, leur extravagance, leur personnalité tout simplement. Et c'est plutôt là qu'il faut qu'il y ait un match entre les valeurs des personnes en fait. Moi, je vais jamais forcer quelqu'un. En tout cas, je ne lui conseillerais jamais de se forcer à rentrer dans un cadre, dans un moule dans lequel il se sent pas bien. Donc le problème il vient avant. Voilà, c'est le but, c'est pas de donner des farces, enfin des farces et attrapes, non, mais des trucs et astuces pour avoir un boulot à tout prix. Le bien but sûr. c'est de se poser les bonnes questions pour trouver le bon boulot. Voilà. Et alors toujours sur le sujet de l'entretien, mais qui est en fait finalement un sujet assez transverse, puisque je pense qu'il concerne aussi la question du CV, enfin, des lettres de motivation. Euh, Qu'est-ce que tu donnes comme conseil, par exemple, à des clients qui sont en reconversion professionnelle, qui donc n'ont aucune expérience dans le secteur professionnel qu'ils visent, pour justement valoriser au maximum leur candidature, pour qu'on puisse leur reprocher, on va dire, le moins possible leur manque d'expérience et qu'ils puissent au contraire mettre en avant tout un tas de qualités humaines ou de compétences transverses. Alors là, sur ce sujet, j'ai eu beaucoup de clients en particulier, mais surtout beaucoup collectivement dans les masters spécialisés, souvent dans des personnes qui peuvent avoir 40 ans et qui se réorientent. Donc c'est Ouais. un sujet auquel je suis confrontée depuis un an et demi de manière régulière. En fait, l'astuce la plus simple, c'est que ce soit sur le CV ou que ce soit dans la lettre de motivation ou à l'oral, vous savez faire des choses dans la mesure où vous avez travaillé. Donc, ce qu'il faut juste, c'est ne pas perdre le recruteur qui est dans un secteur d'activité. Je vais donner un exemple concret, une étudiante qui venait de la biologie et qui a fait un CV avec des bullet points, tu vois, en dessous de chaque expérience, avec un détail d'expertise, en fait, très spécifique au secteur. Et je lui ai juste conseillé de supprimer ces fins de compétences, qui était par exemple, je sais pas, piloter un audit pour contrôler les bactéries dans les aliments, je dis n'importe quoi. Mhm. Et en fait, il suffit de retirer cette partie bactéries dans les aliments pour se dire juste piloter un audit. Gérer des réclamations clients, gérer
enfin de donner des directives à des personnes qui sont plus âgées, par exemple. C'est des compétences qui sont transverses. Il faut juste retirer la partie qui est spécifique. Et de même, c'est le conseil que j'ai donné à un ami hier, le fait d'être dans l'hôtellerie et de vouloir recruter maintenant dans l'IT, les actes sont les mêmes, mais il faut retirer que c'était un poste de réceptionniste qu'on recrutait et que maintenant c'est un nouveau poste de, enfin une nouvelle expertise. Donc c'est de l'ordre de la connaissance, pas de la compétence. Oui, Ouais. il va falloir acquérir de nouvelles connaissances, une nouvelle culture liée au service, enfin liée au secteur d'activité. Mais en fait, c'est prendre le pli de vulgariser ce qu'on faisait dans un autre secteur pour que ce soit accessible aux recruteurs du nouveau. Mm. Et ça, si c'est vraiment une reconversion en termes de secteur d'activité. Par contre, si c'est un nouveau métier, par exemple, bah, j'ai toujours fait du marketing de produits et maintenant je veux faire de l'immobilier, là, il va falloir retrouver des verbes où on se dit que c'est utile pour l'immobilier, que ce soit traiter des dossiers, planifier son temps, que ce soit Ouais. vendre, négocier, ces Gérer verbes-là une doivent équipe. apparaître. Mais ça, c'est grâce à toi qu'ils le font aussi, mais c'est revoir un peu chaque expérience, se dire à ce moment-là, j'ai appris à le faire pour la première fois, je le mets sous le bloc expérience, et le poste d'après, j'avais appris pour la première fois à faire ça, je le mets là-dessus. La liste après exhaustive de verbes d'action, donc de compétences qu'on sait faire, rend le truc un peu évident qu'il devrait pas trop mal s'en sortir sur le nouveau poste. Ouais. Ça paraît logique. Un autre point, c'est les centres d'intérêt. Par exemple, quelqu'un qui n'en peut plus d'un poste en finance et qui veut se lancer, j'en sais rien, moi, une épicerie avec des produits naturels, bah, dans les centres d'intérêt, il va falloir expliquer en quoi ça a toujours été un centre d'intérêt, même en parallèle d'une carrière un peu plus formelle. Classique. Ouais. Il va falloir détailler le bloc d'un centre d'intérêt et sur le CV, c'est le remonter plus haut que l'expérience pro, parce qu'un CV se lit toujours d'en haut à gauche jusqu'en bas à droite, donc il faut aussi aider le recruteur à visualiser les points différenciants et logiques par rapport à cette reconversion. Mais en fait, ça, c'est vraiment intéressant. Et c'est peut-être dans ce cadre-là qu'on a le plus besoin de quelqu'un d'extérieur parce que la pression de la famille ou la pression de l'entourage de ah bon, tu te reconvertis, pas toujours simple à gérer. Et puis bah, les personnes qui vont être du secteur vont avoir du mal des fois à voir le lien. Donc en fait, il faut quelqu'un Oui, neutre qui a l'habitude de vendre des compétences vers un marché, vers un autre, quoi. tout à fait. Ok, bah écoute, en tout cas, c'est passionnant, je trouve, comme sujet. Ça répond aussi, tu vois, à beaucoup de questions que mes clients me posent en fin d'accompagnement quand ils envisagent, bah voilà, une reconversion, de réintégrer un poste salarié. Et moi, c'est vrai que je fais énormément ce travail-là en amont d'identifier les compétences transverses qu'ils peuvent réutiliser ailleurs. Mais moi, je propose pas d'accompagnement sur les CV, les lettres de motivation, mais je trouve il y a clairement voilà un sujet sur ces étapes-là qui sont importantes, qui sont des étapes de transition, qui est voilà une autre étape de la transition qui suit voilà la remise en question finalement. Et c'est vraiment passionnant. Écoute Morgane, ce que je te propose pour clôturer un petit peu ce live, c'est que tu nous parles de tes prochaines actualités, s'il en a. Oui. Alors il y en a sur différents points. On arrive on arrive en fin d'année. Moi, je parle en année scolaire, du coup, puisque je suis quand même un peu D'accord. sur le rythme des étudiants. Là, on arrive dans les prochaines actualités, j'évalue aussi la pertinence des projets professionnels de certains étudiants d'écoles de commerce. Donc, c'est des modules gérés par le Career Center de certaines écoles où on va évaluer la pertinence entre ce qu'ils ont fait jusqu'à présent et comment ils se projettent sur le marché de l'emploi. Donc, ils ont une note là-dessus qui valide leur mémoire, D'accord. quand même, enfin, leur master, pardon. Il y a ça, il y a des sessions de recrutement pour les prochains masters d'une école hôtelière aussi, où, ok, en fait, c'est toujours pareil, en quoi votre passé me convainc qu'on peut être votre futur, ça c'est important. Et puis, plus globalement, en fait, de par mes interventions, je suis en négociation avec certaines écoles, alors journalisme, hôtellerie, communication, école de commerce plus globalement. Je suis amenée à peut-être être professeure aussi sur du management de talent parce que j'ai une approche opérationnelle qui plaît beaucoup dans certains secteurs et puis des cours aussi sur l'hôtellerie de luxe qui D'accord. est demandé. Donc l'actualité c'est de développer beaucoup parce que j'adore ça, des interventions en anglais. Les Ok. interventions, je peux les faire en français, anglais, espagnol. Mais là, l'anglais et toutes ces promotions anglophones qui viennent trouver un emploi en France ou un stage, parce que Paris fait rêver, mais il n'y a pas que Paris, hein, mais voilà, c'est un peu l'actualité. Et puis bah là, j'ai des demandes récemment d'entrepreneurs aussi qui ont besoin de valoriser
leur expertise par ce qu'ils ont fait avant et la clarté de ce qu'ils proposent aux clients et de bien matcher avec leurs valeurs. Parce que ma boîte s'appelle Value by Morgan parce que c'est vrai que je me rends compte que quand on est salarié ou en train de chercher un emploi dans une entreprise, il faut matcher les valeurs. Mais quand on est à son compte, on choisit de travailler avec des personnes comme nous deux, par exemple, parce qu'on a des valeurs en commun. Et Ouais, donc, tout à fait. il faut savoir aussi les déterminer un peu en amont pour bien, enfin, prendre des décisions qui nous ressemblent. Ouais. Ok, bah écoute, c'était très clair. Est-ce que il y a quelque chose que tu souhaites ajouter, le mot de la fin? Oui, alors oui, parce que bon, moi j'aimerais être transparente dans l'entrepreneuriat. Des fois, on a des clients qui sont pas toujours, qui sont pas toujours justement en phase avec nos valeurs. Donc, à un point que ce soit des clients B2B ou B2C, Ouais, moi, enfin, on travaillera ensemble que si on se fait confiance, que je vous fais confiance, mais inversement aussi, que bien sûr vous me portez ouais, une confiance parce que c'est un moment de transition qui s'assimile un peu à de la psychologie, hein, parfois, tellement on fait le point sur ce qu'on a vécu, comment on s'est senti et ce qu'on veut aujourd'hui ou ce qu'on ne veut plus. L'excellence aussi, c'est vrai que j'ai un parcours où bon, voilà, je fais un bac S, classe prépa, j'ai toujours été un peu fusée, on va dire, dans l'évolution professionnelle, et j'ai besoin d'avoir des clients qui ont l'ambition et qui veulent se dépasser grâce à ce coaching. Et aussi garantie, je voulais juste passer le mot, mais je pense que tu es tout à fait en phase avec la notion de bien-être qu'on ressent quand on a une illumination, une prise de conscience et puis surtout des réussites professionnelles qui nous ressemblent. Donc c'était plus rappeler les trois valeurs qu'il faut un peu avoir en soi pour travailler avec moi, voilà. Et puis que moi je vais chercher aussi à développer chez la personne. ok. Bah écoute, c'était très clair, Morgane. Merci beaucoup pour ton temps. Merci pour ce live. C'était voilà un moment très agréable. Je pense qu'on va avoir beaucoup de vues en replay parce que c'est un sujet, je pense, qui intéresse, qui passionne beaucoup de personnes. Dans tous les cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire de cette vidéo. Vous pouvez aussi vous adresser directement à Morgane. Je rappellerai voilà l'intitulé de son compte Instagram. N'hésitez pas, c'est quelqu'un de confiance, c'est quelqu'un qui travaille très bien. Et puis, bah, écoute, Morgane, je te souhaite une très bonne fin de journée. Merci à toi aussi. Merci beaucoup Mer- pour l'animation de ce live. On a Mais l'impression que je t'en prie, je t'en prie. Merci à tous les abonnés qui nous regardent et puis à bientôt. Salut Joanne. Salut Morgane. Salut.